assurer la transparence et tout ça fait partie des exigences, des conditions que l'aide étrangère impose de plus en plus pour continuer les financements dont le système de suivi et évaluation permet de répondre, de satisfaire ces éléments. Il y a la performance. La performance, en parlant de performance ici, je fais référence à la comparaison. Par exemple, si on prend deux ONG, pardon, si nous prenons deux ONG qui travaillent dans le même secteur d'activité, dans les changements de politique, le financement iront beaucoup plus à l'ONG qui montre le plus, non seulement le plus d'engouement, mais qui montre le plus de réponses ou le plus de résultats, voilà, le plus de résultats concrets dans ce qu'elle est en train de faire. Et pour montrer ces résultats, il lui faut un système de suivi et évaluation. Donc, ce sont ces éléments qui permettent de satisfaire le besoin et qui me permettent de mettre en place les systèmes de suivi et évaluation. Alors, avant d'aller un peu plus loin, avant d'aller à ce slide, je vais vous dire que la mise en place d'un système de suivi et évaluation, OK, qui, sur la base de ces éléments, tient compte également de votre domaine d'activité. Vous devrez connaître votre domaine d'activité. Et vous posez un certain nombre de questions. Est-ce qu'il faut mettre un système de suivi et d'évaluation en place juste pour un projet ou pour un programme? Et quel est le meilleur système si je dois mettre en place, que je dois mettre en place pour mon programme? Est-ce que vous êtes une ONG ou vous êtes un cabinet? Est-ce que le système de suivi et d'évaluation que je suis en train de mettre en place, c'est pour mon cabinet ou pour euh, euh, un commanditaire? Est-ce que c'est une structure qui m'a approché pour me demander si je peux l'aider à mettre en place un système de suivi et évaluation? Donc, ce sont tous ces éléments qui rentrent en considération pour la mise en place d'un système de suivi et évaluation efficace. Et dès que vous avez des informations, dès que vous avez des clarifications pour ces différentes questions, pour ces différents éléments, vous commencez par concevoir, vous commencez par avoir une meilleure idée de OK, quel est le système qui sera le plus efficace dans mon cas? Slide. Nous allons passer au principal, à la fonction du suivi et évaluation. Et là, vous allez voir que dans les détails que je vais donner, vous verrez que micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Donc, vous allez... Monsieur Moussa, faites votre micro, s'il vous plaît. C'est bon, je pense que vous pouvez y aller. Monsieur Kossi? Oui, moi je suis là. C'est Monsieur Houton qui a toujours la parole. Oui, je pense qu'il peut continuer. Houton. Peut-être qu'il a perdu la connexion. Ah d'accord, excusez-moi, je crois que j'ai cliqué sur quelque chose. J'étais en train de me parler tout seul ici. Ah d'accord, c'est bon maintenant. Oui. Donc c'est bon. Donc nous allons parler des principales fonctions du suivi et évaluation. Vous vous rappelez que j'ai parlé de bonne gouvernance, les besoins de bonne gouvernance, les besoins de performance, les besoins de transparence, de responsabilité tantôt. Les fonctions que le suivi et évaluation, qu'un système de suivi et évaluation vise, les fonctions principales, c'est pour mieux comprendre les buts et les objectifs du programme, de l'institution ou de l'organisation. Vous avez mis en place une institution, vous avez une organisation. Le suivi et évaluation va vous permettre, votre système de suivi et évaluation va vous permettre de mieux comprendre les objectifs de votre institution, de votre organisation. Et si c'est un programme, comme je l'ai dit tantôt, c'est le suivi et évaluation qui va vous permettre de mieux comprendre le but ou l'objectif de votre programme.
Si par exemple je dis, je donne un exemple, hein, mon objectif en fin de journée, c'est de finir toutes les tâches que j'ai notées sur mon post-it. Ça, c'est mon objectif. En fin de journée, quand je vais faire le suivi et l'évaluation, et là, j'utilise deux mots, je vais faire le suivi et l'évaluation. Je vais voir en premier lieu, est-ce que j'ai fait toutes les activités ou toutes les tâches de mon post-it. Ça, c'est le suivi que je suis en train de faire. Et après, je vais voir si j'ai bien fait les tâches, OK? Et quand je dis si j'ai bien fait les tâches, est-ce que j'ai atteint les objectifs? Est-ce que j'ai mis la qualité qu'il faut? Est-ce que j'ai partagé les informations, les bonnes informations avec qui de droit? Est-ce que j'ai regardé les documents que je devrais regarder? J'ai fait les bons commentaires? Et ça, je rentre déjà dans le volet évaluation. Donc, le suivi évaluation va me permettre de mieux comprendre mes buts et mes objectifs, que ce soit dans une institution ou dans une organisation. Le second point, c'est de définir le suivi évaluation va vous permettre de définir le lien entre les facteurs clés de mise en œuvre ou de fonctionnement de votre structure et de préciser les intrants, que ce soit des intrants internes ou externes, indispensables pour le succès. Alors, je vais m'appesantir un peu sur la partie lien entre les facteurs clés de mise en œuvre et les intrants. Les facteurs clés de mise en œuvre, on peut les définir par les éléments indispensables, incontournables. Tant que vous n'avez pas ces éléments, vous ne pouvez pas dire que vous êtes en train de faire du suivi évaluation ou vous êtes sûr que le travail que vous êtes en train de faire ne va pas vous permettre d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'un certain nombre de tâches que j'ai mis sur post-it. Alors, ces tâches, il faut que je puisse les définir. C'est parce que je les ai définies. OK? Ces tâches, c'est parce que je les ai définies. Et ces tâches, je les ai définies par rapport à mon objectif. Et si je n'arrive pas à faire le lien entre ces tâches et mon objectif étant de finir non seulement les tâches, mais d'avancer dans le travail que je fais au quotidien, tant que je n'arrive pas à faire le lien entre cette tâche et cet objectif, alors je ne peux pas avoir un bon système de suivi et évaluation. Ça veut dire que j'ai pas un bon système de suivi et évaluation, tout simplement. Maintenant, il faut qu'on regarde de plus près la notion de précision des intrants internes et externes. Les intrants, qu'est-ce qu'un intrant? Un intrant, je crois que tout le monde doit savoir, avoir une idée assez claire de ce que c'est qu'un intrant. Un intrant, c'est, si je prends dans le domaine agricole, c'est l'élément qu'on met en terre. OK? Ce sont les grains de maïs, les grains de haricots, ainsi de suite, qu'on met en terre et qui vont germer pour donner un produit fini ou un produit semi-fini après, à un moment, des épis de maïs, des gousses de haricots, ainsi de suite. Donc, les intrants en suivi dans un système de suivi et évaluation sont de plusieurs ordres. Je ne vais pas m'attarder sur les ordres. Mais ces intrants sont indispensables également parce que si par exemple, je dois faire un travail sur ordinateur, OK, pour pouvoir, parmi les tâches que j'ai listées sur mon post-it, si j'ai besoin d'ordinateur, l'ordinateur devient un intrant. Et si j'ai pas cet intrant, je ne peux pas faire le travail. Je l'ai listé, mais je ne peux pas faire le travail. Donc, ça devient un intrant. En même temps, peut-être que sur mon post-it, j'ai laissé une activité, mais pour faire cette activité, pour faire cette tâche, il faut que j'aille chercher l'information. J'appelle un prestataire externe pour avoir une information. Là, le prestataire devient, ou l'information que je vais collecter ailleurs, chez ce prestataire, devient un intrant externe. Donc, il faut que je puisse déterminer, dès que j'ai mon objectif, dès que j'arrive à faire le lien entre les activités et les objectifs, il faut que je puisse déterminer quels sont les intrants internes et quels sont les intrants externes dont j'ai besoin pour réaliser mon suivi évaluation, pour faire mon suivi évaluation.
Le point suivant, c'est l'explication, comment expliquer le projet ou programme, comment expliquer le fonctionnement plutôt du projet ou du programme. Ça, c'est l'une des fonctions du suivi évaluation. Il nous permet d'expliquer comment le projet ou le programme doit fonctionner, les composantes et l'ordre des activités. Les composantes, c'est un peu le point précédent que j'ai déjà abordé, mais l'ordre des activités, il est très important. L'ordre des activités, il est très, très important parce que si vous devez quitter, par exemple, Dakar, vous quittez Abidjan pour aller à Bamako par la route, votre objectif, c'est d'aller à Bamako, OK? Et vous voulez y aller par la route. Vous prenez la carte, vous avez des régions à traverser. Et si vous validez votre trajet, vous avez la liste de vos régions et que d'aventure, vous vous retrouvez dans une autre région qui n'est pas du tout dans la succession de régions que vous devrez traverser, vous êtes sûr que vous n'êtes pas sur la bonne route. Donc, c'est ça que le suivi évaluation nous permet de faire, d'avoir un chronogramme, une chronologie des activités qui doivent être mises en œuvre pour atteindre l'objectif de notre projet, de notre programme ou de notre institution. L'avant-dernier point que je vais citer comme fonction ici, c'est la définition des étapes nécessaires pour atteindre les résultats obtenus. Définir les étapes nécessaires, c'est pas juste la chronologie des régions à traverser, c'est pas juste la succession des activités, mais à un moment donné, il faut s'arrêter pour voir où est-ce que nous en sommes. Si vous devez quitter Abidjan pour Bamako et que au bout de 3 mois, vous n'êtes pas arrivé à Bamako, c'est qu'il y a un petit souci. Si au bout de 2 semaines, vous n'êtes pas sorti de la région, je dis bien que vous prenez la route, mais pas à pied, hein. Vous êtes en voiture, donc vous êtes en voiture et que vous n'êtes pas sorti de la région, c'est qu'il y a un souci. Et vous devez vous poser cette question. Donc, vous devez définir des étapes nécessaires pour atteindre des résultats attendus. Je me dis, je quitte Abidjan pour Bamako. En 2 jours, en 3 jours, je dois être à Bouaké. Si au bout de 3 jours, je ne suis pas à Bouaké, c'est qu'il y a un problème. Vous convenez avec moi. Et l'une des fonctions, et c'est la dernière fonction que je vais citer sur ce slide, c'est de guider les activités. Le suivi-évaluation permet de guider les activités de suivi-évaluation. C'est peut-être surprenant, c'est pas une répétition, c'est pas une tautologie, non du tout. Le suivi-évaluation vous permet de savoir est-ce que vous êtes en train de mener les activités que vous avez définies, non seulement dans le cadre de votre projet, dans le cadre de votre institution, dans le cadre de votre organisation, mais le suivi-évaluation vous permet de savoir si vous êtes en train de mener les bonnes activités de suivi et si vous êtes en train de vous poser les bonnes questions d'évaluation pour pouvoir avoir un système de suivi-évaluation efficace. Slide. Les fonctions que nous avons citées tantôt, on peut les regrouper sous différents points. J'ai retenu ici trois grands points et 3 grands ordres de classification de ces fonctions. Le premier niveau, c'est le niveau stratégique institutionnel. C'est les mêmes fonctions, hein, exprimées peut-être avec d'autres mots, mais c'est l'évaluation des stratégies. Le suivi-évaluation vous permet d'évaluer vos stratégies, les objectifs et la pertinence des activités, des actions que vous avez menées. Désolé pour les coquilles, nous avons travaillé sur des claviers QWERTY et oui, et c'est pas évident de mettre. Je suis plus à l'aise avec le clavier QWERTY que le clavier AZERTY parce que je travaille dans le système anglophone, donc je suis plus à l'aise avec. Donc voilà. Donc je disais tantôt, au niveau stratégique, le suivi évaluation vous permet d'évaluer les stratégies, d'évaluer les objectifs et la pertinence des actions que vous avez menées. Je vais prendre mon exemple de Bamako, de Abidjan, Bamako.
la pertinence ici va vous permettre, l'évaluation de la pertinence de votre action va vous permettre de savoir est-ce que vous avez pris la bonne décision en, en décidant par exemple d'aller par la route. Est-ce que c'est la bonne décision? Est-ce que vous avez fait le bon choix en listant les régions que vous avez décidé de traverser? Est-ce que vous avez fait le bon choix en définissant le timing que vous avez défini? Ainsi de suite. Donc ça, c'est le système d'évaluation qui va vous permettre de définir ces éléments, d'évaluer votre stratégie et les choix que vous avez faits. Le système va vous permettre de comprendre et d'analyser les programmes. Les programmes, qu'ils soient pris individuellement, qu'ils soient pris en groupe, en grappe, si vous voulez. C'est le système de suivi et évaluation qui va vous permettre de les évaluer. Le second point, le second groupe de fonctions, c'est la planification et les opérations. Le suivi et évaluation vous permet de faire une très bonne planification et une très bonne opérationnalisation de vos activités. Par exemple, vous identifiez les problèmes émergents après une action. Vous avez pris la route d'Abidjan il y a une semaine. Vous avez peut-être eu des problèmes de véhicules. Vous avez eu des problèmes d'orientation. Vous avez eu des problèmes d'hébergement. C'est le suivi évaluation qui va vous permettre d'identifier ces problèmes et de vous préparer avant d'aller à Bouaké, avant d'aller à une autre région. Le suivi évaluation va vous dire, OK, il y a 2 jours, vous avez eu tel problème sur la route. Il faut être prévisible. Il faut vous préparer pour la suite. Sinon, si les mêmes problèmes se répètent, ça veut dire que c'est vous le problème finalement. Donc, on ne souhaite pas que cela se produise quand même. Donc, identifier les problèmes émergents après une action. Le suivi et évaluation vous permet de définir les relations entre les activités, les effets et les impacts. J'arrive, au bout de 3 semaines, j'arrive à Bamako. OK? Le suivi et évaluation de mon action, de mon voyage Abidjan-Bamako va me permettre, avec les différentes étapes, avec les différentes activités que j'ai menées tout au long du trajet, l'évaluation va me permettre de définir la relation entre le fait de conduire, la restauration sur la route, l'hébergement sur la route, l'interaction que j'ai eue avec les gens sur la route, quel effet, quels sont les résultats ou quel est le bénéfice que moi, en tant que voyageur, aventurier, j'ai pu tirer de cette activité et quel impact cette activité aura sur moi. C'est le suivi et évaluation qui va vous permettre d'avoir ces éléments. Élaborer et mettre en œuvre les activités de suivi et évaluation. Oui, on l'a déjà précisé. Indiquer comment les activités menées aboutiront aux objectifs, aux effets et impacts souhaités. Ça aussi, je crois que c'est assez clair. Aider à la prise de décision et à l'affectation des ressources. Et ça, je vais m'appesantir un peu sur ça également. C'est le suivi et évaluation qui va vous permettre de savoir si vous devrez... déjà, le suivi et évaluation vous amène à prendre des décisions. Claire, ça c'est clair. Si vous n'avez pas un bon système de suivi et évaluation, vous n'allez pas prendre les bonnes décisions. Et la prise de décision, elle est très importante. Micro, s'il vous plaît. Le suivi et évaluation va vous permettre de prendre les décisions qui s'imposent. Parce que vous avez, à travers le suivi et évaluation, vous avez une mine d'informations, une source d'informations infaillible. Quand le système, il est efficace, vous avez des informations infaillibles, fiables, correctes, accurate, à jour, qui vont vous amener à prendre des décisions. Et si votre système de suivi et évaluation ne vous amène pas à prendre des décisions, c'est même pas la peine de maintenir un tel système. Par exemple, je prends la route d'Abidjan à Bamako, toujours mon aventure, toujours dans mon aventure, j'arrive à Bouaké. Le suivi évaluation de la première partie, Abidjan-Bamako et Abidjan-Bouaké, va me permettre de savoir si je dois continuer
et de décider de continuer ou de faire demi-tour ou de changer de route. Je dois prendre dans mon évaluation, je dois tenir compte d'autres facteurs. Est-ce que la route Boaké-Bamako, elle est bonne? Est-ce que il y a l'insécurité? Est-ce que ça va me prendre plus de temps? Ah, je veux réduire le temps. Au lieu de 3 mois, je veux arriver à Bamako au bout de 2 jours, ainsi de suite. Ce sont ces éléments qui vont me permettre de prendre des décisions de suivi et évaluation. Et là, dès que je prends la décision, je vais voir si il y a des ressources, il y a une implication financière ou une implication liée aux ressources de façon générale, parce qu'il y a les ressources humaines aussi. Donc, l'affectation des ressources. Si j'ai pas un bon système de suivi et évaluation, je ne vais pas prendre les bonnes décisions et cela va impacter la gestion de mes ressources. Ça, c'est clair, c'est direct, le lien, il est direct. Le suivi et évaluation vous permet de communiquer. Il vous permet de formuler, communiquer sur les buts et les objectifs des programmes et actions que vous menez de façon claire. Puisque vous maîtrisez vos buts, vous maîtrisez les objectifs et vous avez une très bonne connaissance de la chronologie de vos activités, de leurs résultats, des résultats escomptés, donc vous pouvez communiquer très facilement. Pas des graphiques ou même si c'est du narratif, vous pouvez le faire. Le suivi et l'évaluation permet aussi de communiquer sur comment mesurer leur performance, la performance de vos actions. Alors, si j'ai bien défini mon système de suivi et évaluation, et qu'il m'a permis de mieux comprendre mes buts et objectifs, qui m'a permis de mieux planifier mes activités, je peux dire à n'importe qui comment vous pouvez mesurer ma performance. Pour mesurer ma performance, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça, et vous saurez si j'ai été performant ou pas. Alors, oui, merci Kossi. Le slide suivant, je vais juste vous rappeler que le suivi évaluation, c'est pas un audit. Non. Il y a beaucoup d'amalgames dans certaines structures, dans certains débats. Je ne dirais pas que des gens qui sont forcément contre le suivi et évaluation, mais des gens qui ne comprennent pas ou qui ont fait de mauvaises expériences dans le suivi et évaluation. Et puis, il y a cet amalgame. Le suivi et évaluation, c'est pas un audit. Le suivi et évaluation, c'est pas du contrôle de gestion, c'est pas de l'inspection, c'est pas des activités de pointage. Il ne s'agit pas d'aller s'asseoir pour compter des grains de haricots. Non. Ça, c'est pas le suivi et évaluation du tout. C'est pas une activité de surveillance. Il faut pas aller s'asseoir sur un carrefour, compter le nombre de véhicules ou surveiller si le véhicule qui vous a ramassé ou qui vous a éclaboussé hier va passer par là. C'est pas du suivi, c'est pas de l'évaluation, encore moins. Le suivi et évaluation, c'est pas une enquête policière. C'est vrai que en suivi et évaluation, on pose beaucoup de questions. Surtout en phase d'évaluation, on pose beaucoup de questions et chaque réponse suscite de nouvelles questions. Toutefois, c'est pas une enquête policière parce qu'il ne s'agit pas d'aller arrêter qui que ce soit. Le suivi d'évaluation n'est pas non plus une collecte simple ou un archivage de données. Il ne s'agit pas d'aller collecter des informations, de les mettre dans un rapport et d'aller mettre ça dans un carton ou dans un tiroir. Non. Si vous ne pouvez pas utiliser les données, les données que vous avez collectées pendant le suivi, les transformer en informations pour une prise de décision et une meilleure orientation de vos actions futures, c'est pas la peine de rentrer dans le suivi et évaluation. Laissez tomber le suivi et évaluation. Alors, le slide suivant porte sur les fondements d'un suivi et évaluation. Mais avant d'aller dans les fondements, il faut qu'on comprenne un certain nombre de mots. OK? Il faut qu'on s'entende sur un certain nombre de mots. Et ces mots, on les entend, je les ai déjà utilisés, j'en ai utilisé déjà beaucoup. Et il faut que vous soyez d'accord avec moi sur le contenu. Suivi évaluation, c'est quoi? C'est un dispositif continu de collecte, d'analyse et d'utilisation d'informations pour suivre l'avancement d'un projet, d'un programme ou une politique. Ça, c'est le premier aspect. Vérifier l'atteinte des objectifs et améliorer les actions en continu.
vérifier l'atteinte des objectifs et améliorer les actions en continu. Donc, si vous avez ces trois éléments, collecte continue, vérification de l'atteinte des objectifs, amélioration des actions en continu, si vous avez ces trois éléments, vous êtes en train de faire du suivi et évaluation. OK? Le suivi et évaluation, c'est un outil de planification, de contrôle de mesure, de comparaison, efficacité, pertinence. Je l'ai déjà mentionné dans un slide précédent. Et la partie amélioration, vous allez remarquer que ça revient en fait à la pérennisation. D'accord? Alors, le cadre logique, c'est quoi un cadre logique? C'est un cadre qui définit les processus, tâches et outils utilisés pour réaliser un projet, une action du début à la fin. Alors, si je définis tout ce que je dois faire entre Abidjan et Bamako, c'est que je suis en train de définir déjà un cadre logique. OK? Donc, il englobe l'ensemble des composantes clés requises pour la planification, la gestion du suivi et évaluation d'un projet, d'une action. Et très souvent, vous allez voir, je ne sais pas, je suppose que beaucoup d'entre vous a déjà vu un cadre logique d'un projet ou d'un programme. Vous allez voir que c'est sous forme de tableau et c'est la forme synthétique que vous voyez, c'est sous forme de tableau et il y a 4 entrées et 4 colonnes, 4 lignes et on a l'habitude de rigoler par rapport à ça. On se dit que c'est pour ça qu'on a beaucoup de 4x4. C'est les tableaux 4x4. Donc c'est pour ça que c'est une façon à micro s'il vous plaît. Donc c'est une façon de résumer et de retenir que cadre logique, si vous avez 4 colonnes, 4 colonnes et 4 lignes, mais ce sont c'est une forme, la forme schématique du cadre logique, mais qui contient énormément d'informations, parce que vous avez les intrants dans le cadre logique, vous avez les résultats, vous avez la chronologie, vous avez les résultats, vous avez l'objectif, vous avez le but et vous avez les indicateurs. Non seulement les indicateurs, mais vous avez également les sources d'informations pour aller collecter les informations, les sources. Alors, indicateur. Indicateur est un outil d'évaluation et d'aide à la décision. Donc, élaboré à partir d'un élément mesurable ou appréciable permettant de considérer l'évolution d'un processus par rapport à une référence. Je quitte Abidjan pour Bamako. Je prends toujours mon aventure comme un projet ou comme un programme. J'arrive à Bouaké. Qu'est-ce qui va me permettre de savoir que je suis à Bouaké? Le premier élément, c'est peut-être la plaque que je vais voir sur la route. Bienvenue à Bouaké. Ça veut dire que je suis à Bouaké. C'est un indicateur. Je vais au niveau du stade, je ne connais pas je me rappelle plus le nom du stade de Bouaké. Je retrouve le stade de Bouaké, j'ai une idée de la forme, je connais le nom, je me rappelle du nom, le stade. Voilà, je suis vraiment à Bouaké. J'ai réservé dans un hôtel, je vais rechercher l'hôtel. Et oui, je suis à Bouaké. Ça, ce sont des indicateurs que je suis à Bouaké. Le but. Le but est une vision d'ensemble globale à long terme, plus abstrait et moins précise. L'objectif, il est précis. Mon objectif, c'est de quitter Abidjan, d'arriver à Bamako dans 2 semaines, OK, en voiture, et je peux donner beaucoup plus de détails sur mon objectif. Mais la vision, plutôt le but, n'est pas aussi précis que l'objectif. Le but, ça peut être, je veux aller visiter Bamako. C'est un but, je veux aller visiter Bamako. Il est abstrait, il est imprécis. Il ne dit pas combien de jours, comment je vais y aller, ainsi de suite. Et si je vais traverser des régions, il ne dit rien de ça. Donc,
le fait de faire la différence entre le but et l'objectif vous permet déjà de comprendre un peu ce que c'est que l'objectif. Il doit être SMART, spécifique, mesurable, atteignable ou attribuable, réalisable, réaliste et temporel. L'objectif doit se réaliser dans un temps donné. On ne réalise pas un objectif sur 50 ans ou sur 60 ans. C'est plus un objectif. À mon avis, c'est plus un objectif. Nous avons les estrants. Que veut dire estran? Estran, c'est la production. Par exemple, vous avez mis des grains de haricots en terre, ils ont mûri, ils ont germé, ils ont mûri, ils ont fleuri et ils ont sorti des gousses de haricots. Vous avez des estrants. Les gousses de haricots sont vos estrants. D'accord? Vous avez les intrants, les inputs en anglais. Intrant, ici, c'est le grain de haricot que vous avez mis en terre. C'est la terre que vous êtes en train d'utiliser. C'est l'eau que vous avez utilisée pour arroser. Ça, ce sont les intrants. Ainsi de suite. Slide. Comment mettre en place un système de suivi et évaluation? Il y a, comme je l'ai dit tantôt, il y a un certain nombre de questions que vous allez vous poser pour mettre en place un système de suivi et évaluation. Quelles sont les activités de suivi et évaluation? J'ai dit tantôt, il y a 2 slides plus haut, je parlais de ce que le suivi et évaluation n'aime pas de l'audit, c'est pas de la surveillance, c'est pas du comptage, ainsi de suite. Ainsi de suite. Quelles sont les activités de suivi et évaluation? Il vous revient de définir ce que vous voulez faire comme activité de suivi et évaluation, tout en retenant que c'est pas de l'audit, c'est pas du contrôle, c'est pas de l'inspection, c'est pas une enquête policière, etc. Mais sachez que le suivi et évaluation, notamment le suivi, commence par une bonne planification des activités. Ça, c'est la première étape du suivi. Une bonne planification des activités, une bonne définition et planification, je dirais, des activités. Et quels sont les objectifs de mon suivi? Vous devrez les connaître. Pourquoi je fais une bonne définition et planification de mes activités? C'est pour pouvoir faire une évaluation après. C'est pour pouvoir faire responsabiliser les gens après. C'est pour pouvoir mieux affecter les ressources. C'est pour pouvoir faire un certain nombre de choses qu'on a déjà énumérées tantôt plus haut. Quelles questions faut-il poser pour évaluer les progrès vers les objectifs? Si vous avez une bonne planification de vos activités, vous devrez connaître les activités, les questions que vous devrez vous poser pour mesurer le progrès. Parce que vous avez fait une très bonne planification, vous connaissez le lien entre les activités et les buts et objectifs que vous êtes fixés. Comment déterminer si les activités sont mises en œuvre comme prévu? Et qui fournit les informations? La première partie, comment déterminer si les activités sont bien mises en œuvre? Vous avez votre chronogramme. Les activités se déroulent peut-être dans une région où vous n'êtes pas, dans une région où vous n'êtes pas, dans laquelle vous n'êtes pas au quotidien, au jour le jour. Comment vous allez savoir si elles sont bien mises en place? Peut-être qu'on va vous soumettre des rapports. Vous allez demander des rapports d'activité. Vous allez peut-être organiser des voyages. Vous allez peut-être organiser des voyages pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Ça peut être des voyages programmés comme des voyages inopinés pour aller voir ce qui se passe sur le terrain. Vous pouvez passer des coups de fil. Donc, il faut que vous déterminez comment vous allez vous rendre compte que les activités sont mises en œuvre comme prévu. Aussi slide. Non, pas slide, mais mon écran, voilà. OK, non. Retourne dans le slide, sur le slide précédent, oui. Alors, la deuxième partie de cette question, qui peut fournir ces informations? Qui va vous fournir les informations? Il vous revient de déterminer. OK? Et c'est selon le type d'organisation, le type de schéma que vous êtes en train de mettre en place, que vous saurez qui va vous fournir les informations. Les informations peuvent venir d'une entité qui n'est pas directement impliquée dans le projet.
des informations peuvent vous venir des bénéficiaires directs du projet, comme elles peuvent vous venir de la structure qui est en train de mettre en œuvre le projet. D'accord? Elles doivent être fiables. OK? Il y a un petit souci technique. Oui. Le partage est parti, Kossi. Allô? Oui, c'est Allô? parti. Kossi? L'option de partage n'est pas bonne. L'option de partage n'a qu'à partager fenêtre. OK. Essayez alors de partager la fenêtre pour voir. Bon, sinon, ce qu'on peut faire... Kossi, tu nous entends là? Allô, Kossi? C'est partagé, c'est bon. C'est bon maintenant, c'est bon maintenant. OK, d'accord. Oui, maintenant c'est bon. On peut entendre. Ok. Ça va quitter. Il n'a qu'à partager fenêtre. OK, d'accord. Donc, voilà, il y a ces questions que vous devrez vous poser hein, pour mettre en place votre système de suivi et évaluation. Voilà. Non, c'est le slide précédent, le précédent. Remonte, voilà. Là, pour la partie évaluation, c'est presque les mêmes questions. Vous devrez vous demander quels sont les objectifs de l'évaluation. Est-ce que c'est pour prendre des décisions? Est-ce que c'est pour améliorer? Ou bien c'est juste pour avoir des archives, les garer quelque part? Et si c'est cette dernière option, à mon avis, c'est se fatiguer de mettre en place un système de suivi évaluation. OK? Comment évaluer les progrès spécifiques à l'intervention? Vous avez mené, par exemple, une campagne de changement de politique. Comment vous allez mesurer que c'est votre campagne de changement, votre campagne qui a suscité ce changement de politique? Et ça, c'est un élément très déterminant parce qu'on sait que les politiques sont tellement volatiles, les politiques évoluent très rapidement et aussi très lentement parfois. Très lentement parfois. Donc, comment vous allez savoir que c'est votre activité, votre campagne qui a mené à ces changements? Question suivante, quelles sont les informations nécessaires pour déterminer si les objectifs et les effets escomptés sont obtenus et qui peut fournir des informations? Ça, on en a parlé un peu plus haut déjà dans le suivi. Posons-nous les bonnes questions pour comprendre à quel point réussir, à quel point l'intervention a réussi par rapport aux objectifs. Donc là, comme je l'ai dit tantôt, en suivi-évaluation, chaque question nécessite une réponse et dès que vous avez une réponse, ça suscite une autre question, ainsi de suite. Et c'est là que vous allez faire un bon suivi-évaluation. Slide. Vous devrez élaborer un plan de suivi-évaluation. Ça vous permet d'être à l'aise, d'avoir un document cadre pour vous permettre d'évoluer dans votre suivi, votre système de suivi-évaluation. Et là, il faut choisir le type de cadre qui convient le mieux à la stratégie, aux activités que vous êtes en train de mettre en œuvre. Vous n'allez pas mettre en place un cadre de suivi, un plan de suivi-évaluation, le même plan de suivi-évaluation pour une campagne de changement politique n'est pas le même pour une campagne de vaccination, par exemple. Les deux ne sont pas les mêmes types d'activités. C'est pas les mêmes Monsieur stratégies. Auton, Oui, même en évaluation aussi, le temps est quelque chose de très fondamental. Hein? tout à fait. Donc, Tout à on fait. a 10 minutes. OK, donc j'ai presque fini. J'ai presque fini. Merci beaucoup. Donc, vous devez prendre en compte votre stratégie, vos activités, la conformité aux exigences institutionnelles, ainsi de suite, OK, pour pouvoir mettre en place votre système de suivi et évaluation. Et il y a des outils qui existent, hein, il y a des outils qui existent en ligne et vous pouvez vous faciliter la vie en allant les chercher et les adapter. Et il faut prendre, comme je l'ai dit tantôt, il faut retenir que il faut l'approbation de tous les acteurs, que ce soit en interne, en externe. Il faut les approbations de tous les acteurs. Il faut une bonne gestion de votre système. Il faut l'entretenir, le système.
et il faut la crédibilité du système. Sinon, vous n'allez pas pouvoir vous en sortir. Le slide suivant, c'est là juste pour vous présenter la chaîne de résultats. C'est un peu un cadre logique qui vous montre les ressources, comment les ressources sont affectées, les activités, les inputs, les extrants, les réalisations qui sont les résultats. Bonjour, et les Monsieur impacts. Kossi. Alors, Apparemment, vous ne me recevez pas. Oui, oui, bonjour. Donc, Oui, bonjour. c'est bon, je finis, je suis au dernier slide là. Donc, Non, le partage, il y a le partage qui est parti avant. Voilà. ok, C'est bon. d'accord. Donc, après ça, c'est le slide suivant, c'est un peu une autre forme de chaîne de résultats. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention et désolé pour le temps. Merci. Kossi, tu as la main et la parole. OK, nous allons remercier M. Houghton Eman pour son intervention, que nous aurons du mal pour l'instant à résumer, mais nous préférons passer la parole directement à M. Kossi, qu'il vienne aussi nous édifier en profondeur après avoir eu à être bien nourri de ce cadre conceptuel en matière de suivi et évaluation. Monsieur Kossi. Monsieur Kossi. J'ai l'impression qu'il a fait une mauvaise manipulation, il a quitté la réunion. Si monsieur Kossi pouvait nous rejoindre. En attendant, monsieur Kossi. Bon, vous pouvez lui donner quelques minutes, le temps qu'il se reconnecte sur... Monsieur Houghton, en attendant monsieur Kossi, oui. Je pense qu'on peut procéder à prendre quelques questions qui nous sont parvenues au niveau du chat box, avant maintenant de donner la parole aux uns et aux autres. Au niveau du chat, nous avons une question de monsieur Flavien Nawanti qui demande qu'au niveau de la mise en place du système de suivi et évaluation en lien avec les programmes et projets, qu'il aimerait savoir qu'en est-il des systèmes de suivi institutionnels, c'est-à-dire le système de suivi et évaluation des projets et programmes, système de suivi institutionnel. C'est lui-même, il est encore sur la place, qu'il précise encore un peu mieux son inquiétude. Monsieur Flavien. Oui, merci beaucoup. Vous me recevez, c'est Flavien. OK, vous avez la parole. Oui, ma question était relative à votre intervention sur la slide 5. Vous aviez développé seulement l'aspect développement des systèmes de suivi et évaluation liés au projet et au programme. Alors que si nous venons dans une institution, je donne un exemple, un jeune cadre qui est déployé dans une ONG ou dans l'administration au sein d'un ministère, et il se rend compte qu'au sein de ce ministère, les activités des projets s'exécutent, mais il n'y a pas de système de suivi et évaluation. Sur le plan institutionnel, il n'y a pas une direction de suivi et évaluation. C'est pour ça que je mettais l'accent. Allô? C'est pour ça que je mettais l'accent sur cet aspect. Comment mettre en place un système institutionnel de suivi et évaluation, mis à part ce qui concerne la gestion des projets et des programmes. Allô? Merci beaucoup. OK. Merci beaucoup, monsieur Flavien. Kossi, c'est bon, tu es revenu, moi je t'entends.
Je ne sais pas si les autres entendent également. Et en Oui, fait, j'en ai des points. en attendant, il y a un participant qui a posé une question sur le suivi institutionnel. Monsieur Flavien, je crois il y a faut pas focaliser le suivi et évaluation, sur une institution. Ce serait difficile de faire le suivi et évaluation d'une institution, mais il est beaucoup plus pertinent de faire le suivi et évaluation des activités de l'institution. Tout à fait. Et c'est ça qui va vous permettre de dire cette institution, elle est efficace, elle est paresseuse, elle est ainsi de suite. Parce que l'institution, c'est quoi? C'est le cadre légal qui est là, c'est des hommes qui travaillent, c'est des machines qui sont disponibles, qui fonctionnent, que les gens font fonctionner. Comment vous allez suivre cette institution? Puisque c'est les mêmes activités qu'elle va faire du matin au soir. Les gens viennent le matin, prennent la pause à midi, rentrent le soir. Vous voyez, c'est à ça que ça va se limiter votre suivi institutionnel. Mais si l'institution a des activités beaucoup plus précises, ce sont les activités-là qui vont vous permettre de savoir, telle personne n'a peut-être pas joué son rôle ou a fait une mauvaise analyse. C'est pour ça qu'on n'a pas pu atteindre l'objectif. On a manqué de tel intrant ou l'institution a manqué de tel intrant. C'est pour ça qu'elle n'a pas été performante en telle année ou sur tel projet ou dans telle région, ainsi de suite. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, maintenant que M. Cossy est de retour, je lui laisse la parole. OK. Oui, je suis là. C'est bon? Vous m'entendez? S'il vous plaît. Oui, nous vous suivons. Oui. Nous recevons. OK. Il me fait l'honneur de vous présenter la deuxième section de cette communication. Mais d'entrée de jeu, je voudrais juste ajouter un petit ajout par rapport à ma présentation. Je suis l'ancien directeur de suivi et évaluation du COMPAT du Bénin. Actuellement, je suis consultant indépendant. Alors donc, avant d'entamer les étapes pratiques pour la conception et la mise en œuvre d'un système de suivi et évaluation. Oui, allô? Oui. Allô? Vous m'entendez? Oui, on t'entend, Cossy. Oui, on t'entend bien. D'accord. Je disais que avant d'entamer les différentes étapes, il y a quelque chose que moi j'appelle l'étape 1, l'étape principale qui est importante. En tout cas, c'est des expériences tirées un peu de la pratique, c'est l'état de lieu de la préparation. Parce que généralement, on met en place le suivi et évaluation lorsque nous avons un projet, une action ou un programme à développer. Mais le processus commence depuis le cycle de formulation du projet jusqu'à... Ça dure tout le cycle de gestion d'un projet, donc depuis la formulation jusqu'à la clôture, donc le suivi et évaluation. Et comme ça dure tout le cycle, cela appelle des préalables. La question fondamentale, c'est souvent de se poser la question de savoir quelles sont les motivations de la demande. Qu'est-ce qui a fait que on a besoin de faire le suivi et évaluation? Généralement, les gens se jettent dans le suivi et évaluation en définissant des indicateurs sans savoir pourquoi. Nous avons généralement, mon collègue, dans sa présentation antérieure, a rappelé des bailleurs donc, qui veulent avoir des résultats tangibles, mais c'est aussi, ça peut être aussi l'identification au niveau interne, des gens qui veulent avoir des résultats, donc avoir des résultats. Ou bien ça peut être au niveau du pays des exigences réglementaires. Par exemple, dans beaucoup de pays, dont le Bénin, il y a une loi qui a été institutionnalisée, le suivi et l'évaluation des politiques publiques et des programmes et projets de développement. Donc aujourd'hui, c'est déjà systématisé. Donc ça, c'est lorsque vous voulez, dans le cadre de la formulation du projet, il faut voir un peu
Si cela, ça existe, si ce n'est pas le cas, et si c'est une motivation interne, quels sont il faut arriver à identifier dans le système. Questions qui sont très utiles pour nous tous. Je parle de l'UNICEF, du régional, je parle du CESAC, je parle du CLIR-FA, c'est un projet régional de participation, de partenariat. Et nous espérons donc que cette première édition va pouvoir nous amener plus loin dans les prochaines alors, années. Oui. Donc, oui, je crois que... Je voudrais quand même aussi réitérer le fait Jean que c'est Bosco, quand même est-ce que vous avez la main pour couper ou muter tous les micros systématiquement? Oui, c'est... Bon, je vais solliciter M. Eric pour qu'il essaie de mettre les micros des uns et des autres en off. Hein. Donc, vous pouvez continuer, M. Kossib. On doit être intéressé à ces questions. On doit être aussi intéressé au rôle et responsabilité des acteurs. Est-ce que nous avons un champion qui adore... Oui. Qui est là encore? Il y a On ne voit plus la présentation. On ne voit plus la présentation, s'il vous plaît. Ah, ok. D'accord. Mais peut-être, je pense que c'est mieux que vous écriviez. Donc, on va voir. Parce que si tout le monde parle, ça va arrêter la présentation. Vous pouvez mettre ça dans le chat et on va voir. Et on va mettre ça, je pense que ça va nous aider. OK. Mais pour l'instant, je ne suis pas encore au niveau des slides. Donc, le rôle et les responsabilités des différents acteurs qui seront impliqués dans les systèmes, c'est-à-dire vous pouvoir les identifier, les parties prenantes, les entités de mise en œuvre de votre intervention. Est-ce qu'il existe déjà un système de suivi il y a une pratique qui existe et comment ça fonctionne? Le suivi que vous voulez mettre en place à vous dans le cadre de votre projet, qui est logé peut-être dans une structure, quelle est la connexion, quelles sont les leçons qu'on peut tirer du système existant. Donc, il y a ces questions-là sur lesquelles il faut travailler, mais c'est aussi de savoir s'il y a un système statistique développé dans le pays, c'est important. Est-ce qu'on a de la compétence au plan national, au sein de l'institution? Ça fait tant d'éléments sur lesquels il faut agir, parce que tout au long de la mise en œuvre, c'est des questions préalables qui vont jouer. Alors, ceci étant, la première, si on a fait cet exercice, la première étape, ça va être de s'entendre sur les réalisations à suivre et évaluer. Généralement, il y a une citation que j'aime partager lorsque j'anime des modules sur le système de suivi et évaluation, c'est « Si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quelle route vous y mènera ». Ça, c'est une citation de Lewis Carroll. Et c'est ce que M. Houghton, dans sa présentation, a illustré en disant « Je vais quitter Dakar pour Bamako. Si je ne sais pas l'itinéraire, je ne pourrai pas savoir si je suis en train de faire les bons pas pour y aller. » Et tout au long de ce processus, nous allons nous poser 3 questions. Où est-ce qu'on s'en va? Pourquoi on y va? Et comment on va s'assurer qu'on est en train d'arriver? Et c'est ce qu'il a dit dans son illustration. Il dit, si j'arrive à telle ville d'Abidjan, soit il y a un drapeau, soit je suis au stade où je vois tous les éléments qui s'y trouvent. Le processus général pour déterminer, s'entendre sur les réalisations, c'est d'abord d'identifier les partenaires, qui sont les principales parties qui sont intéressées par des questions de développement, que ce soit des questions de santé, l'éducation, que ce soit des questions de croissance économique, tout court. À quelle catégorie ces gens-là appartiennent-elles? Est-ce que c'est des ONG? Est-ce que c'est des gouvernements? Est-ce que c'est les donateurs? Parce qu'en fonction des catégories, vous convenez avec moi que les intérêts ne sont pas les mêmes. Lorsque vous prenez, comment dirais-je, une ONG, il est dans le contrôle citoyen, comme il a rappelé. Lorsque c'est le gouvernement, c'est résoudre les problèmes de sa population. Les donateurs, ils viennent en appui avec leurs exigences, n'est-ce pas? Le deuxième élément, c'est de décrire les principales préoccupations des parties prenantes. On peut le faire déjà à la formulation, mais si nous sommes dans un cas où on a déjà élaboré le projet, vous avez été recruté en tant qu'expert en évaluation, à suivi évaluation, et que vous serez amené à mettre en place le système, vous devez de confirmer ce qui existait. Et confirmer ce qui existait, cela suppose que vous reprenez le processus,
en faisant les techniques, c'est les focus group ou les sondages, les entrevues avec des informateurs clés pour déterminer un peu les groupes d'intérêt. Et les outils qu'on utilise souvent, c'est, vous les connaissez, il a dit le cas logique, là-bas problème, et puis c'est aussi la théorie du changement ou bien la méthode agile. Une fois que vous avez franchi cette étape, vous avez également à traduire les problèmes en énoncés d'amélioration. La deuxième étape vous amène à identifier le problème central et puis les causes principales et les causes secondaires, comme pour ceux qui connaissent bien cet outil de planification comment dire, là-bas problème, et vous allez finalement trouver les conséquences. Après, il faut traduire les problèmes en énoncés d'amélioration possible, c'est-à-dire un énoncé axé sur les réalisations permet de distinguer la route que vous voulez prendre. Bon, de l'arbre à problème, ou bien de l'arbre à problème que nous transformons en arbre à solution ou arbre à objectif, nous pouvons avoir ce qu'on appelle l'arbre à stratégie. Lorsque nous disons que nous voulons quitter Dakar pour Bamako, on a plusieurs, si c'est par voie terrestre, on a certainement plusieurs tracés. Mais donc, les diapos ne défilent pas. Non, je suis encore là, je suis au point 3, là. Au point 3, nous sommes au point 2. Les diapos ne défilent pas? C'est bon, on est au point 3. C'est bon là, je suis là. Vous voyez mon curseur? Oui, c'est bon. Oui, Voilà. c'est bon. Voilà, donc je disais que lorsque vous devez vous déplacer de Dakar pour Bamako, chacun pourra faire son tracé. Et on n'utilisera certainement pas les mêmes moyens pour arriver, mais je fais l'hypothèse qu'on utilise les mêmes moyens pour arriver. Si c'est le cas, on doit trouver le tracé le plus optimal qui permet de diminuer les coûts, et puis les coûts, que ce soit en gestion de carburant, que ce soit en gestion d'usure du véhicule, ou bien coût d'amortissement, ou bien coût en termes de délai passé sur la route. Donc, là, on développe ce qu'on appelle la base stratégie, et puis on optimise jusqu'à ce qu'on trouve une base stratégie qui correspond le mieux. Et c'est cette base stratégie, nous développons ce que nous appelons le cas logique qu'il a présenté tantôt. Donc, ça, c'est le premier élément. J'ai donné une illustration. Enfin, si je veux m'appesantir un peu ici, c'est une fois qu'on a les problèmes, on les transforme en situation d'amélioration. Et c'est cette situation d'amélioration dans le temps, fixé dans le temps, qui vous permet de pouvoir traduire cela sous forme de réalisation ou d'objectifs à atteindre. Voilà, il y a comment formuler les énoncés. Vous avez, par exemple, vous êtes peut-être confronté à des problèmes de récolte en provenance des milieux ruraux qui se perdent avant d'arriver au marché. On peut avoir aussi les enfants qui abandonnent l'école. On peut avoir aussi des problèmes de sécurité communautaire. Alors, face à ces problèmes centraux, en termes de formulation de réalisation, c'est d'améliorer l'accès des fermiers au marché. Vous connaissez toutes ces problématiques là où il fallait construire des marchés, il fallait faire des routes à travers les projets que nous avons pour converger les denrées, les productions vers les différents marchés. Pour le second, c'est inciter les familles à maintenir les enfants à l'école. Ça, c'est une problématique de développement qui est de plus d'une certaine acuité actuellement. Vous savez qu'on a les programmes de développement qui sont développés réfléchissent souvent à comment maintenir les enfants à l'école pour qu'ils puissent respecter le taux horaire d'apprentissage tout au long d'une journée. De plus en plus, nous avons l'émergence d'une intervention du FIDA qui est relative au développement des cantines scolaires, qui appuie les États qui s'inscrivent dans cette dynamique-là pour développer des programmes de contenu scolaire, des repas chauds aux paysans, aux enfants des plus démunis, puisqu'ils ont des problèmes d'accessibilité à l'école, les coûts liés à l'école. Donc, quand ils se déplacent, comme les gens n'arrivent pas à manger à leur faim, généralement, ils sont démotivés et puis ils ne vont pas à l'école. Et puis, vous avez l'amélioration de la sécurité au niveau des communautés pour la troisième problématique. Alors, le deuxième point d'étape, c'est la détermination des principaux indicateurs pour suivre les réalisations.
Autant a déjà défini ce que c'est un indicateur, je vais peut-être mettre un autre accent, une autre forme de définition, mais qui va plus en détail. C'est une variable généralement quantitative ou qualitative qui fournit un moyen simple et fiable pour mesurer ce qui est atteint, mettre en lumière les changements liés à une intervention ou la performance d'une organisation au regard des réalisations prescrites, donc des réalisations fixées. Ça, c'est des choses qui sont fixées dans la planification à travers le cadre logique et qui sont conseillées souvent dans le plan de suivi et évaluation. Alors, il a dit également, je rappelle tout un indicateur dispose souvent d'une valeur de référence, c'est-à-dire c'est le point de départ. Avant qu'on ne commence l'intervention, quelle est la situation? Si on a les données, c'est quoi la situation par rapport au problème, par rapport à quelle est la situation? Est-ce qu'on a les données, on les met? Donc, on retient, je vais revenir dessus, c'est le point de comparaison. Et puis, quels sont les objectifs qu'on s'est fixés à travers la solution, à travers le cas logique, nous avons tous ces éléments. Et c'est ça qui nous permet, à travers des activités de suivi et évaluation, de nous rendre compte si on est en train de faire la bonne marche vers l'atteinte de ces objectifs ou non. Là, j'ai rappelé très brièvement les critères pour les objectifs, c'est-à-dire les réalisations qu'il a déjà partagé avec vous. Je vais passer. Par contre, je vais m'appesantir sur les critères que doit respecter un bon indicateur. Nous avons le critère de pertinence. Et on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Un retour, une minute. Pardon? Mais sur le slash précédent, un peu. Ici? Voilà. Oui. Oui, je disais tantôt que, non, puisqu'il a déjà présenté, je ne voulais pas, vu le timing, je n'ai pas voulu perdre, si il a déjà dit tous ces critères SMART, il a déjà fait dans sa présentation précédente. Moi, j'ai juste rappelé pour les objectifs. C'est peut-être un petit mot, généralement les gens disent les indicateurs sont SMART. C'est vrai que dans les premières années de mise en place du suivi d'évaluation, c'est ce qu'on lisait dans la littérature, mais de plus en plus, l'indicateur lui-même, il faut l'avoir défini avant de fixer les objectifs. Donc, c'est les objectifs qui sont SMART, et c'est les indicateurs eux-mêmes satisfont aux critères CRIM+, que je vais définir dans le slide qui suit. Est-ce que vous avez une question particulière par rapport à ce slide? Celui qui veut demander de retourner au slide. Est-ce qu'il y a une question particulière? Non, je pense que, M. Kossi, vous pouvez continuer. Nous allons prendre les questions. Au fur et à mesure, nous allons répondre à la fin. Très bien. C'est bon, c'est pertinent, c'est bon. D'accord. Par rapport à... Donc, il y a le premier critère qui est le critère de pertinence. Ça veut dire que l'indicateur correspond à une préoccupation, une attente, un engagement en lien avec l'objectif dont il contribue à mesurer. Il illustre concrètement en tout ou en partie le résultat ou le phénomène qu'il doit mesurer. Il renseigne souvent sur les effets des activités utiles pour apprécier les résultats obtenus. Donc, la pertinence, c'est ce que ça fait. Donc, quand vous avez un indicateur qui est pertinent, c'est que l'indicateur cerne ce qu'il veut mesurer. Vous avez, par exemple, lorsque je donne des cours, il y a un exemple qui me vient souvent à l'esprit, c'est on est intéressé sur un centre d'appel, on est intéressé peut-être à limiter le taux d'abandon des appels à 5%. Et on se demande comment on fait pour avoir le taux d'abandon des appels à 5%, comment on fait pour déterminer un indicateur de mesure, puisque l'objectif c'est de limiter le taux d'abandon des appels à 5%. Quel est l'indicateur qui est le mieux indiqué pour suivre cela? Généralement, les auditeurs que j'ai souvent en ligne, ils donnent des contributions diverses, mais qui ne cernent pas la pertinence du phénomène en lui-même, puisque dans un centre d'appel, lorsque vous voulez limiter le taux d'abandon des appels à 5%,
il faut faire l'inventaire de tous les appels. Les appels reçus, ils ne sont pas dedans. Donc, le champ d'action, ce ne serait pas les appels reçus. Maintenant, les appels qui restent, il y a les appels rejetés systématiquement, mais vous avez aussi les appels mis en attente. C'est dans cette catégorie-là pour l'entreprise que c'est important. Les appels mis en attente, c'est la personne qui ayant observé un délai très élevé, très important, très long, finit par raccrocher. Et puis, si vous avez une boîte à lettres, ou comment vous appelez, les boîtes d'assujection plutôt, vous aurez des commentaires sur ces plans pour dire que, nous, on reste trop longtemps en ligne sans pouvoir être reçu par un membre de votre équipe pour nous diriger vers quelqu'un qui pourrait répondre à nos préoccupations. Donc, c'est dans ce champ-là qu'il faut arriver à trouver. Donc, l'indicateur le plus pertinent qui va mesurer pour le dirigeant, parce que si vous dites le nombre d'appels abandonnés, si vous faites ça, la taille est plus grosse. Mais par contre, si vous mettez ça dans... Puisqu'il y a des abandons volontaires, il y a des abandons qui sont liés à la mise en attente. Donc, c'est le taux d'abandon des appels mis en attente. C'est dans cette catégorie-là qu'il faut prendre. Donc, il suffit à travers de répéteurs téléphoniques, tous les appels qui sont mis en attente, ceux qui sont reçus, on va les rayer, mais ceux qui ne l'ont pas été et qui sont raccrochés, c'est eux là rapportés au nombre d'appels mis en attente qui sera l'indicateur le plus pertinent pour mesurer le phénomène ici. Nous avons l'autre indicateur qui est clear, la validité, c'est-à-dire l'indicateur précis, direct, non ambigu au sujet de ce qu'il doit représenter. Pour vérifier si l'indicateur est valide, il suffit simplement de le comparer avec deux indicateurs possibles pour mesurer le même phénomène. L'exemple que je donne, c'est que lorsque vous prenez généralement les questions de l'emploi, nous avons une définition de l'employabilité que le gouvernement utilise. Hein. On dit le taux d'employabilité, c'est 7 ans. Parce qu'ils mettent en place des programmes où on forme les gens, les premiers, les sortis, les étudiants ou ceux qui sont en fin de cycle, qui veulent la recherche de premier emploi, s'inscrivent dans des programmes gouvernementaux d'appui à la promotion de l'emploi. On les forme et puis on les coach et puis on les place avec des accompagnements financiers, des accompagnements techniques et des accompagnements financiers. Et dans la comptabilité de l'emploi que fait le gouvernement, une fois qu'on a systématiquement fermé les gens, on dit « Ah, le taux d'employabilité, c'est tant ». On donne l'effectif et on dit « Oui, ils sont sortis de ça, c'est bon ». Mais ce qui est intéressant ici, c'est plutôt ceux qui ont trouvé du travail. Donc, normalement, ceux qui ont trouvé du travail, c'est-à-dire ils sont formés, on les a placés. Mais ce qu'on recherche, c'est qu'à la sortie du placement, puisqu'ils font un stage dans une institution, soit publique ou privée, avec un accompagnement financier. Mais dans ce lot-là, ceux qui sont placés, qui ont fini, qui sont ceux qui ont pu trouver leur premier emploi. Normalement, le taux doit être basé sur ça. C'est le rapport de ceux qui ont trouvé le premier emploi sur ceux qui sont placés. Ou bien, c'est ça qui doit être utilisé. Mais généralement, les gens vous disent, nous, on a formé tant, on a pu placer, on a formé 100, on a pu placer 98, et le taux d'employabilité, ça fait 98%, ce qui n'est pas vrai. Voilà un peu ce critère sur à quoi ça réfère. Nous avons le critère économique, c'est-à-dire il faut qu'il soit mesurable à un coût raisonnable. L'indicateur doit être relativement facile à obtenir produit, c'est-à-dire les données accessibles au moment important, les opérations nécessaires pour le calcul et le traitement se présentent d'un rapport coût-avantage raisonnable. C'est-à-dire si c'est élevé, c'est pas... Si les programmes, nous avons dans le système de suivi, la mise en œuvre des systèmes de suivi de relations, nous sommes confrontés surtout de maîtrise, par exemple. Si vous prenez le secteur de l'électricité, un des indicateurs auxquels nous sommes toujours souvent confrontés à avoir, c'est les fluctuations de l'énergie électrique.
Monsieur Kossi? Monsieur Kossi? C'est comme si nous vous avons perdu. Monsieur Kossi? Apparemment, c'est comme M. Kossi a quitté. Oui, allô, M. Kossi? Monsieur Kossi? Ça doit sûrement être un souci de réseau. Ok, en attendant que M. Kossi ne revienne. Oui. Oui. C'est bon maintenant. Oui, voilà, il est de retour. Ok, nous vous suivons, M. Kossi. Je disais que lorsque, par exemple, par rapport au caractère économique, aux critères économiques, généralement, lorsque vous avez, je prenais l'exemple des mesures de coupure de courant sur, par exemple, d'un système de réseau de distribution. Vous convenez avec moi que pour mesurer quel système, il faut des instruments perfectionnels, des instruments innovants, que nous appelons souvent les smart meters ou bien les analyseurs pour les variations de tension. Et généralement, ça coûte excessivement très cher. Donc, pour un petit programme, ce n'est pas évident que le rapport coût-avantage soit respecté. Donc, du coup, l'autre question aussi, c'est qu'on est amené de façon globale pour le système même de suivi et évaluation, pour les petites subventions qu'on a, généralement, surtout notamment l'évaluation, le coût des évaluations par rapport au budget du projet, les gens se demandent si est-ce que c'est important de pouvoir les faire. Donc ça, c'est des questions que l'on rencontre souvent sur le terrain. Nous avons l'autre critère qui est le critère adéquat, c'est-à-dire l'indicateur représente bien ce qu'il devait décrire. Il est simple, facile à comprendre. Son interprétation est la même pour tout le monde, c'est-à-dire on a une compréhension partagée. Tous les acteurs ont une compréhension partagée un peu de la définition de l'indicateur, de ses limites. Et puis le dernier, c'est il faut que l'indicateur soit mesurable. Donc ça, je l'avais dit tantôt, avec des situations de départ et puis des états à atteindre. Alors, donc, voilà un petit peu ça. Le dernier, c'est bel et bien le plus, qui est l'ensemble des informations additionnelles que l'indicateur pourrait apporter. Donc, quand vous êtes face à plusieurs indicateurs pour mesurer la même chose, on va s'intéresser à l'indicateur qui concentre beaucoup d'informations sur la réalisation, qui exprime beaucoup d'éléments sur la réalisation. Voilà un petit peu ce que je veux dire. Alors, je vais aller, on a déjà dit à travers le cas logique, vous avez les niveaux des indicateurs, vous avez depuis les intrants jusqu'aux indicateurs d'impact, aux indicateurs d'effet, tels que vous avez vu à cette table-là, pour ceux qui connaissent. Dans le descriptif que Bouton avait fait tout à l'heure, vous avez les intrants en bas, vous avez les indicateurs d'action, d'activité, et ces deux-là combinés vont produire des produits ou des extrants. Et on a aussi des indicateurs pour les extrants. Après, on a les objectifs qui sont les objectifs spécifiques, c'est les indicateurs d'effet. Et puis, vous avez les indicateurs d'impact qui sont relativement à long terme. Alors, quelles sont les précautions à prendre pour la construction et la sélection d'un indicateur? La première précaution, c'est de traduire les réalisations en indicateurs. Et on sait que mesurer les résultats signifie mesurer des réalisations. Et pas seulement les intrants et les extrants. Donc, il faut donc traduire toutes les réalisations que l'on a identifiées, par exemple, pour un programme à une série d'indicateurs
Parce que si on évalue donc les indicateurs, on évalue les indicateurs, c'est qu'on est en train d'évaluer, de déterminer les relations qui sont atteintes. L'autre élément, c'est de tenir compte un peu des intérêts des partenaires, ceux qui nous accompagnent. Et vous savez que du PNUD à l'UNICEF, à l'UNFPA qui nous accompagne dans les programmes de développement, les intérêts ne sont pas les mêmes. Si vous avez un partenaire qui est intéressé par des questions d'inclusivité, vous devez l'introduire un peu dans votre approche, parce que ça c'est important pour le partenaire. Donc, c'est l'exemple que je peux donner. Vous avez aussi que vous pouvez faire face à des questions de non-disponibilité des données pour mesurer la valeur atteinte par l'indicateur. Là, généralement, on essaie de trouver un proxy, l'indicateur qui représente, qui est le moins pertinent, mais qui représente au moins une bonne partie de l'information de la population que nous voulons mesurer. Et généralement, on dit qu'il vaut mieux être juste de façon approximative que d'errer de façon précise. Donc, il vaut mieux faire quelque chose que de ne rien faire. Alors, nous avons aussi les indicateurs préconçus que vous connaissez, hein, les OMD, l'IDH, le PIB, les ODD, qui sont des indicateurs qui sont établis indépendamment des priorités nationales. Ils ont un certain nombre d'avantages. Le premier avantage, c'est qu'ils sont utilisés simultanément par plusieurs projets. Donc, tout le monde l'utilise. Le deuxième avantage, c'est que ces indicateurs, les coûts sont moins élevés que si on procédait à la construction de nombreux systèmes uniques de mesure, c'est-à-dire si on les faisait au plan national, faire tout ce qui est sensibilisation, appropriation, jusqu'à tout le processus pour aboutir à un indicateur. Mais là, on les a et on a les définitions et puis on a les cibles. Donc, on cherche à faire le suivi, collecter les données pour pouvoir les construire, déterminer les valeurs atteintes. Nous avons également une grande harmonisation des exigences des donneurs, puisque les donneurs, c'est possible. Par rapport aux OMD, au moins chacun donne des inputs qui permettent de les calculer pour qu'on soit dans une espèce de comparabilité au plan mondial. Nous avons, en termes de désavantages, c'est des indicateurs qui sont déphasés par rapport aux objectifs spécifiques d'un pays, puisque leur construction n'a pas été faite de manière, n'a pas inclus un acteur principal que sont les États, c'est-à-dire les parties nationales, et ça ferme les voies à la réflexion logique pour une proposition alternative, puisqu'on l'a. Vous savez que souvent, il y a la perception que ce sont des indicateurs imposés, donc cela appelle des questions de réticence au plan national. Mais comme généralement, ça conditionne un peu les appuis que les partenaires mettent en place, les pays les prennent en charge. Donc, ça ne favorise pas la participation et la prise en charge par les autres partenaires. Alors, j'aimerais, ça c'est des points importants, lorsque vous avez un indicateur, vous avez une valeur de référence, vous avez au moins aussi une valeur la référence qui est le point de comparaison, et puis vous avez la valeur cible. Je vais indiquer deux astuces ici qui permettent d'intervenir pour déterminer les valeurs de référence. Monsieur Kossi? Oui. Oui, nous allons encore vous donner 2 minutes. Hein? D'accord, ok. Okay. Nous avons deux cas. Vous avez le cas d'existence des données sur l'indicateur avant la mise en place de l'intervention. Généralement, on retient une année de référence ou une période de référence précédant le démarrage. Et après l'évolution des données, c'est-à-dire l'analyse de l'évolution des données, on calcule la valeur de l'indicateur pour l'année, pour la période de référence. Ça, c'est le premier cas. Ça existe souvent dans les sources, la documentation, mais je fais l'hypothèse que les contrôles de qualité d'exhaustivité au niveau de la donnée, on l'a déjà fait. Nous avons le deuxième cas, c'est le cas de l'inexistence de données pour le calcul de l'indicateur. Il faut faire de la collecte de données par enquête ou utiliser tout instrument de mesure fiable tel que je l'ai indiqué par rapport à la qualité de l'énergie sur un réseau de distribution au plan national. En ce qui concerne les cibles, nous avons ce qu'on appelle les étapes, on en a 3. Il y a les analyses de données historiques,
l'examen de performance passé comme référence peut aider à identifier les tendances et à déterminer les cibles. Souvent, on retrouve un peu les cibles aussi dans les ambitions, dans les plans stratégiques de l'institution, de la structure. Et il faut mettre ces plans stratégiques en rapport avec les réalisations sur passé pour pouvoir voir si est-ce que c'est encore d'actualité de le fixer comme un objectif. Et c'est avec les acteurs qu'on arrive quand même à trouver un objectif. Parce que la fixation de l'objectif, il ne faut pas la fixer un contrat d'objectif. Il faut la fixer de manière trop pessimiste, mais non plus trop ambitieuse. Parce qu'une fois que vous l'avez mis, c'est sur ça, c'est par rapport à ça qu'on va vous évaluer. Il y a aussi les réalisations des études de marché de volonté à payer un service pour mieux comprendre les attentes des bénéficiaires, les performances de la concurrence qui peuvent aider aussi à déterminer les cibles. Nous avons aussi la méthode de simulation des scénarios, comme le fait pour bien d'autres interventions, par exemple pour l'atteinte de l'UND, quels sont on fait des scénarios pour voir si par rapport à ce qu'on a, si on continue sur ces trains, toutes choses étant égales par ailleurs, on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'influence, qu'il n'y a pas de crise qui vient ralentir l'action. On peut arriver à l'impact qu'on veut. Mais par rapport à ces trois éléments, il est important que l'on a l'appropriation par les parties prenantes pour favoriser l'adhésion et puis l'engagement envers les objectifs. Parce que si vous fixez les objectifs et vous n'avez pas associé les gens, ils vous diront qu'ils n'étaient pas au courant. Donc, ça va poser des problèmes de réduction de coûts. Alors, il faut, sur les réalisations, vous avez le suivi traditionnel, le suivi axé sur le résultat, qui est le suivi efficace aujourd'hui. Le premier, on a les différentes tâches, une description du problème, de la situation avant l'intervention, c'est-à-dire c'est un projet, un programme politique, assez mis sur les activités, les extraits immédiats, une production systématique de rapports sur les extraits et les ressources. Le suivi est conçu pour fournir de l'information sur des questions administratives. On doit soumettre des rapports, on doit aller à tel rendez-vous, faire un point. La mise en œuvre et de gestion, par opposition à des questions plus larges concernant l'efficacité du développement, c'est-à-dire les changements induits par l'intervention. Par contre, lorsque vous allez au niveau du suivi axé sur les résultats, en dehors des autres éléments, on a la précision qu'on a les données de départ qui permet de bien situer d'où on a quitté. Les indicateurs qui vont permettre de mesurer les réalisations. La collecte de données sur les extraits pour voir si et comment ils contribuent aux réalisations. On a davantage d'intérêt pour la perception des changements, une production systématique des rapports contenant des informations qualitatives et quantitatives sur la progression des résultats, et puis une documentation de succès et des échecs. On est dans une logique d'apprentissage. J'ai présenté les types de suivi et puis les niveaux de suivi. Donc, vous allez voir que le suivi traditionnel, ça s'arrête au niveau de la mise en œuvre. Le suivi assez sur les résultats, pour ceux qui connaissent bien ce tableau, ça va au niveau des réalisations, c'est les effets et puis les objectifs qui sont les impacts à moyen et long terme. Quelques éléments sur la qualité des données. On a les caractéristiques essentielles pour recueillir les qualités de la fiabilité, la justesse, l'opportunité. Je veux peut-être passer vite à l'utilisation des données pour le suivi. Je pense que mon prédécesseur a déjà beaucoup parlé de ça. J'ai fait une emphase sur les évaluations où j'ai pris ce qu'on fait de plus en plus, c'est les évaluations d'impact. J'ai fait le choix à mon niveau de pouvoir décrire un peu le processus pour les évaluations d'impact, les questions descriptives que l'on a. On peut apprécier les processus, on peut apprécier l'inclusion, on peut apprécier les relations de cause à effet. Donc voilà les types de questions que l'on peut aborder. Monsieur Kossi? Oui. Le temps est déjà imparti. Nous devons encore consacrer une bonne partie. On devait encore consacrer une bonne partie aux interactions avec le public. Ok. Désolé de vous couper. D'accord.
On se suit. Mais il me reste que, je peux aller vite fait, il me reste 2 slides, hein, si vous permettez. 2, 3 slides, pas plus. Hein. Nous sommes là, il n'y a pas de problème. On a du temps. Voilà, donc, je disais que, bon, les critères pour l'évaluation, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais aller, pour estimer l'impact, par exemple, nous devons estimer un scénario contrefactuel, c'est-à-dire qu'on se pose 2 questions. Qu'est-ce qui arriverait en l'absence du programme? C'est-à-dire si le programme n'avait pas existé. Comment le problème identifié va évoluer dans le temps? Et l'autre question, on va utiliser un groupe de comparaison. Oui. Un groupe de comparaison, un groupe témoin, un groupe de comparaison. Et l'approche, on a plusieurs méthodes. Nous avons la méthode expérimentale, qui est l'idéal. Nous avons la méthode quasi-expérimentale. Et là-dedans, je me suis intéressé à la méthode de toutes les différences pour montrer que lorsqu'on a 2 groupes, on prend un groupe de traitement et puis un groupe de contrôle. Le groupe de traitement, c'est le groupe qui a bénéficié de le groupe de contrôle, c'est celui-là qui n'a pas bénéficié de l'intervention, mais c'est un groupe homogène qui ressemble au groupe de traitement au départ. Donc, on essaie de choisir dans le voisinage, donc des zones d'intervention du projet, un groupe de contrôle, un groupe d'individus qui ont les mêmes caractéristiques socio-économiques par rapport à la problématique et qui, on essaie de suivre de sorte que d'autres interventions ne viennent pas entacher, ne viennent pas toucher ce groupe. On fait l'hypothèse que sur la durée de notre intervention, ce groupe-là ne subit pas, ne bénéficie pas de toute intervention. On essaie donc de les évaluer. Là, vous avez, comme les groupes sont les mêmes, si on a une évaluation d'un indicateur d'impact, vous allez voir que avant l'intervention, nous sommes à 0,74, aussi bien au niveau du groupe de traitement. Le groupe de traitement, c'est le groupe qui a bénéficié de l'intervention. Le groupe de contrôle est aussi à 0,74. Mais après le traitement, après l'intervention, pardon, le groupe de traitement, il passe à 0,84. En ce qui concerne le groupe de contrôle, il passe à 0,78. La double différence veut qu'on essaie de voir l'évolution au niveau du groupe de traitement. On fait 0,84 moins 0,74, on est à plus 14. Et on prend le groupe de contrôle qui a évolué naturellement, sans aucune influence, qui passe de 0,74 à 0,78. La différence entre les deux, ça donne plus 0,04. Et on suppose que si le groupe de traitement avait évolué naturellement aussi, il serait à 118. Donc, ce que apporte donc l'intervention, ça va être la différence entre 0,14 et moins 0,04. Et ça va être 10 points d'impact. Voilà un peu comment on calcule. Mais c'est vrai, le temps n'a pas suffi pour ça. Je peux m'arrêter là. Mais je veux, avant de conclure, je vais juste faire observer que la conception et la mise en place... Le groupe de traitement, c'est 0,14 ou 0,14? Pardon? Pour le groupe de traitement, c'est 0,14 ou bien plus 0,10 au lieu de 0,14? Parce que c'est 84 et 74. Oui, 0,10, pardon. C'était 0,88. Voilà, ok. La différence, c'est 0,06. Oui, je suis d'accord. C'était 0,8. Oui, merci. Voilà, mais je note, comme vous savez, le timing à l'épreuve des faits. Je pense que nous sommes tous mis à l'évidence que les 1h30 n'ont pas vraiment suffi à ce webinaire, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, merci. OK, merci M. Kossi pour votre brillante présentation. Merci encore. Vous convenez avec nous que le temps imparti et la pertinence de la thématique ne nous permet pas d'aller en profondeur de façon très, très pratique de tout ce qu'il faut vraiment mettre en lumière. Qu'à cela ne tienne, nous voulons d'abord prendre quelques interrogations des participants, donner la parole aux participants. Mais avant de la donner,
il y a certains qui ont déjà proposé des interventions dans le chat que nous allons essayer d'abord de mettre à votre disposition. Nous allons commencer par celle provenant de M. Amadou Bamba Konta, qui s'interroge sur la place de la théorie du changement dans le système de suivi-évaluation. Et dans son interrogation, nous avons eu la réaction de M. Eric Dossou directement, qui lui démontre que la théorie du changement est l'âme même, que la théorie du changement est l'âme même de toute intervention de développement. Donc nous ne saurons ce que vous aurez encore ajouté à cette recommandation. Et à côté de sa question, nous avons aussi la question provenant de M. Kalirou Saka, qui demande comment valoriser les données de suivi-évaluation dans les projets. Avec, bon, il s'est plus focalisé sur le behavior change, le changement comportemental. Et aussi la question de Bakunore Akpo, qui s'interroge de savoir quel est l'effectif recommandé pour animer une cellule de suivi-évaluation dans une structure donnée. Donc nous allons d'abord prendre ces trois interventions et vous laisser la parole aux différents participants, elle à qui veut la prendre, afin de nous apporter un peu plus d'éclaircies là-dessus. Merci bien. Ok, Outon, tu es là. Oui, je suis là. Bon, par rapport à la première question, et je crois que comme Jean Bosco l'a dit, la théorie du changement, en fait, c'est le fondement du suivi-évaluation. Et si vous voyez bien, les informations qu'on a dans la théorie du changement reviennent aux informations qu'on met dans un cadre logique. Comme je l'ai dit tantôt, le cadre logique, il est synthétique, il est schématique. Alors que la théorie du changement donne beaucoup plus de descriptifs et se focalise beaucoup plus sur les résultats et objectifs. La théorie du changement ne détermine pas ou ne définit pas les activités, les intrants en tant que tels, mais beaucoup plus les objectifs, les résultats attendus et la chaîne. Si on atteint tel résultat, nous allons obtenir telle chose, et si on atteint telle chose, nous allons parvenir à telle, ainsi de suite. Alors que le cas logique, il est beaucoup plus schématique. Donc, c'est pratiquement les mêmes choses et c'est le fondement même du suivi-évaluation. Voilà ce que je peux dire par rapport à la théorie du changement. Pour j'ai oublié le nom, l'intervenant ou le participant qui a demandé le nombre de personnes. Oui, vas-y. Le nombre de personnes pour animer, il n'y a pas un nombre défini, il n'y a pas un nombre déterminé. On ne peut pas dire que dans telle organisation ou dans tel type d'organisation, il faut 2 experts ou 2 spécialistes de suivi et évaluation. Quand l'effectif est à 10 ou quand l'effectif est à 50, il faut 4. Non, c'est pas possible. Tout dépend de la masse de travail. Et la masse de travail est déterminée par votre stratégie, votre domaine d'intervention et les activités que vous menez. Tout dépend de ça. Donc, c'est ce que je voudrais dire par rapport à ces 2 questions. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Outon. Ok, je vais compléter par rapport au premier point, la place de la TOC, la théorie du changement. Je vais insister sur, comme il a dit, hein, la théorie du changement est très utile, surtout pour l'évaluation. Ça l'est pour le suivi, mais pour l'évaluation, c'est important. Et je vais juste ajouter ça, insister sur ça. Je vais aborder maintenant la question de comment valoriser le système de suivi-évaluation, le changement comportemental. Et là, je vais essayer de prendre un exemple, sans nommer les structures, hein, bien sûr, je vais rester un peu dans l'anonymat, mais bon, encore que je peux le faire. Nous avons travaillé, moi, qu'est-ce que j'ai fait? La première des choses, c'est les préalables. Quand on observe les préalables, la préparation, vous avez identifié les gens qui doivent participer à la détermination des réalisations, les objectifs, tout ça, vous avez fait ça. Il faut, une fois que nous avons des réunions périodiques, où on apprend aux gens, d'abord on a formé un peu les gens sur la carte,
pour qu'ils changent un peu leur logique de faire les choses. Moi j'ai procédé à des formations sur de tous les points focaux pour ceux qui ont fait déjà de suivi d'évaluation. Vous ne pouvez pas parler avec tout le monde. Vous définissez des profils d'acteurs, vous faites des requêtes pour la structure, vous communiquez les projets, les parties prenantes partagent avec vous, les personnes qui sont à même de pouvoir vous accompagner. On a des produits statistiques, économiques, sociologiques, sociologues, des trucs comme ça qu'on pourrait avoir. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'essaie de l'expliquer, je fais des formations, je leur explique un peu leur rôle par rapport au suivi. Et c'est aussi important aussi d'avoir des séances moi j'avais appelé réunion des points focaux. Ces réunions-là, on partage les résultats de manière périodique, les données qu'ils envoient. Nous, on fait les checks, on partage avec eux, on fait des réunions et une fois qu'on a validé les données, on les publie et ça montre leur performance. L'autre élément, c'est d'avoir un peu de la crédibilité dans notre comportement. S'il y a un échec, si on a de la contre-performance, il faut l'afficher, mais tout en donnant, en communiquant un peu sur ce qui justifie cette contre-performance. Mais s'il y a aussi de la performance, il faut mettre ça en lumière. Ça valorise les gens. Et quand ça valorise les gens progressivement vous écrivent pour dire, mais quand est-ce qu'on va se retrouver? Et ils sont intéressés de voir. Lorsque, dans la présentation que mon collègue a fait, il a mis un peu l'accent sur tout le processus. Quand les gens se sentent responsabilisés, se sont valorisés, vous allez voir qu'ils vont s'impliquer davantage. Donc, c'est des expériences que nous avons vécues dans différentes structures et qui ont montré que, moi, je vois des gens qui me disent, ah, monsieur Kossi, on a fait telle chose, on est en train de continuer grâce à vous, c'est important. Et ça laisse un peu des traces. Et puis après, il faut capitaliser sur l'expérience et partager aussi avec les gens. Je pense que si on joue un peu sur ces aspects, ça devrait pouvoir aller. L'autre question, Ok, monsieur Kossi, merci pour ces interventions. Et nous allons laisser le soin aux participants de poser une ou deux questions avant de procéder à la clôture et aux mots finaux pour ce webinaire. Un participant a-t-il une question à poser? Oh, s'il vous plaît. Oui. Bonjour à tous. Bonjour. En fait, j'aimerais avoir quelques éclaircissements sur la théorie du changement. Et quelle est la différence? Quelle différence fait-on entre la chaîne de résultats et la théorie du changement, en fait? Quelle est la différence? Je reprends au nom de Yovo Akisharam. Je suis étudiante en master en suivi et évaluation des produits à l'Université de Tara, au Togo. Ok, votre question est notée. Un autre participant, si possible. Bonsoir à tous. Oui. Et bonsoir. Oui. Allô, bonjour. Oui, je suis Antoine Omo, j'appelle depuis le Cameroun. Je voudrais savoir quelle est la place du rapport annuel d'évaluation dans le cadre de la mise en place d'un dispositif de suivi et évaluation. Je suis également étudiant à l'Université de Tara. Ok, merci bien. Votre question est notée. Je peux intervenir? Oui. D'accord, je peux y aller? Ok. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis Pascal Ledesseux, chef des services au sein du ministère de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire. J'ai juste besoin d'éclaircissement, parce que depuis un certain temps, il est plus question de système de suivi, évaluation, redevabilité, apprentissage. Je souhaiterais que nos panélistes puissent nous en dire davantage par rapport à la différence qu'il existe réellement entre le système de suivi évaluation simple et le système de suivi évaluation redevabilité et apprentissage. Je vous remercie. Ok, je vous remercie. Donc, les panélistes vont prendre le soin d'intervenir sur les trois questions. Est-ce que... Bonjour. Et je déplore qu'on n'a pas respecté l'ordre parce qu'on a levé la main, il y a une liste là. Bon, j'ai vu que chacun se la parole.
il y avait des mains qui étaient levées, il y avait un autre, bon, j'ai vu qu'on n'a pas répondu. Est-ce que je peux intervenir ou bien j'attends d'abord? Non, intervenez. D'accord. Je voudrais d'abord saluer et remercier les intervenants. Moi, je suis directeur Abeba depuis le lycée. Et je voudrais, dans la même logique que le dernier intervenant qui nous appelle, qui est là depuis la Côte d'Ivoire, c'est surtout cet aspect de redevabilité apprentissage que je n'ai pas noté dans la présentation d'aujourd'hui. Ma préoccupation, je l'ai laissé dans les questions, mais j'ai constaté que ça n'a pas été lu. C'est beaucoup plus pour savoir dans la mise en place du système de évaluation. Ça a été présenté, il n'y a pas de souci. Je voudrais savoir comment mettre en place un système de suivi et d'évaluation des leçons apprises et des bonnes pratiques. C'est cet aspect que je n'ai pas noté dans la présentation. Je vous remercie. Ok, merci. Nous allons laisser le soin aux panélistes de vous répondre. Bonjour. Allô? Allô, oui, bonjour. Oui. Voilà, moi c'est M. Khalidou Baldé, j'appelle du Sénégal, je suis enseignant. Alors, je voudrais qu'il revienne un peu sur la pertinence de la théorie du changement dans le système de suivi et évaluation. Parce que la théorie du changement est d'une importance capitale dans ce domaine-là. Et ensuite, j'aurais souhaité qu'on partage un peu le qui ensemble avec tout le monde. Allez, merci beaucoup. Allô? Je partage la présentation. Bonjour. Allez-y, on vous entend. Allô? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Moi, c'est Madame Germaine. Donc, je suis de la Chambre de commerce de Kaolack. Première chose, c'est par rapport à la confirmation à l'inscription. J'avais donc envoyé mon inscription, mais malheureusement, je n'ai pas eu de retour. Donc, j'ai tapé un peu partout pour avoir le lien. Ça m'a fait perdre beaucoup de temps. Mais quand même, c'était un plaisir de partager avec vous donc ce plateau. Par contre, j'ai posé une question, c'est par rapport aux méthodes, si vous pouvez nous partager des méthodes efficaces et efficientes qui pourraient nous faciliter vraiment donc, le travail et pour encourager les collaborateurs donc, à s'approprier d'un système de suivi-évaluation qui n'est pas très, très bien compris au niveau des services publics. Voilà, souvent, c'est dans les cadres de projets et programmes que le système de suivi est très bien approprié. Mais dans les services techniques, souvent, ça pose problème. S'il y a une méthodologie qu'on pourrait nous partager pour nous faciliter ces tâches. Merci. Merci bien. Il est vrai que nous ne saurons répondre à toutes les interrogations maintenant. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons vous partager un mail dans le chat box, celui de M. Eric. Toutes les interrogations, vous allez les transmettre par ce mail et de façon individuelle ou bien collective, nous allons aussi renvoyer les réponses au fur et à mesure parce que le temps nous tient à la gorge. Nous allons donner la parole aux différents intervenants, chacun ayant 1 minute pour répondre à une des questions posées et donner son mot de conclusion. Donc, parce que nous devons céder la plateforme dans quelques secondes. Donc, nous allons suivre ces procédures. Je prie M. Eric déjà de mettre son mail dans le chat box pour que tous les participants, au même moment qu'ils vont recevoir des différentes interventions, puissent aussi avoir les réponses aux interrogations. Donc, messieurs, nous allons commencer par M. Automne. S'il peut prendre la parole pour donner ses impressions sur 1 ou 2 questions, il a 1 minute de parole. Monsieur Automne. Ok, merci beaucoup, Jean de Bosco. Donc, je vais beaucoup plus m'attarder sur la question de la redevabilité, l'amélioration dans le suivi et évaluation, et après le Theory of Change. Le suivi et évaluation, en fait, il y a eu certaines évolutions. Et comme vous l'avez dit tantôt, c'est que
on exige, on demande qu'il y ait beaucoup plus de redevabilité et beaucoup plus d'amélioration. Quand on fait le suivi évaluation, c'est pour avoir une liste de recommandations de bonnes pratiques qui vont permettre d'améliorer les projets similaires dans le futur. Donc, en fait, c'est tout à fait simple et c'est tout à fait logique. Si je quitte aujourd'hui, je marche aujourd'hui 10 km, je fais l'évaluation, je vais pouvoir aller à 11 km demain. C'est tout simple. Et c'est ça l'amélioration. La redevabilité, c'est une question de responsabilisation ou de responsabilité. Je me suis engagé à faire un certain nombre de choses, je les ai faites. La redevabilité me dit, il faut rendre compte, il faut faire le rapport, il faut être transparent, tout simplement. Donc, en fait, c'est une chaîne qui se tient. C'est pas, malheureusement, ces deux aspects, redevabilité et amélioration, c'est récemment qu'on est en train de s'appesantir là-dessus. Sinon, il y en a qui le faisaient depuis le début des systèmes de suivi et évaluation depuis plusieurs années, mais qui n'ont pas, les mots n'ont pas eu les mêmes poids qu'aujourd'hui. Ça avait commencé. Pour la théorie du changement, comme là, M. Khalidou est revenu là-dessus plusieurs fois, la théorie du changement est un complément, c'est l'élément central du suivi de l'évaluation, je dirais, et c'est un complément du cadre logique. La théorie du changement est focalisée sur les objectifs, sur les estrants et sur l'impact. Donc, c'est la théorie du changement qui va vous permettre ils ne sont pas exclusifs. La théorie du changement et le cadre logique ne sont pas mutuellement exclusifs. Non, ils sont complémentaires. Ils sont tout à fait complémentaires. Okay. Merci, monsieur. Mais nous allons passer la parole à monsieur Kossi aussi pour une ou deux interventions et son mot de fin. Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par la dernière intervenante qui soulevait la question de non-appropriation de suivi évaluation dans le secteur public. Je vais peut-être, je ne vais pas dire que je vais la choquer, mais je vais lui dire, mais est-ce qu'on parle de la gare au niveau du secteur privé? Non, on parle de la gare souvent au niveau du secteur public, puisque nous connaissons les enjeux, les rigueurs qu'il y a dans l'administration publique, les questions d'imputabilité de la responsabilité et la gestion administrative. C'est pour ça qu'on a le suivi administratif et le suivi fondé sur les résultats. Donc, c'est une question de culture, c'est une question d'appropriation. Et la réponse que je vais lui apporter, c'est j'espère que le gouvernement va le porter à un haut niveau dans certains pays. Par exemple, le nôtre, le Bénin, on a une loi qui oblige tous les gestionnaires de projets à prévoir des ressources pour faire l'évaluation des projets, des politiques publiques aujourd'hui. Donc, on fait du chemin et l'institutionnalisation se fait au niveau central. Mais au niveau décentralisé, on n'en est pas encore là. Mais c'est pour dire que chaque peuple, chaque gouvernement a son histoire et la marche vers le progrès n'est pas ça marche. Et l'histoire des peuples, ça évolue et on ne peut pas avoir des choses comparables. Ça va se faire. C'est comme les enfants que vous avez. Il y en a qui comprennent vite plus que d'autres et c'est progressivement que sur certains aspects, les gens se réveillent, ils disent « Ah, ça c'était important » et puis ça commence. Je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut continuer à expliquer et partager les résultats, encourager les gens, ça va se faire. Mais je pense que si on a un champion, si ce champion-là c'est le gouvernement, ça va aller plus vite. Ok. Je n'ai pas fini encore. Hein. La question de la place du rapport de performance, bon, autant on ne l'a pas cité expressément, c'est un outil de redevabilité. C'est à travers le rapport publié, présenté, et c'est sur le rapport qu'on fait cette synthèse, qu'on partage partout. Et les rapports de performance, quand on les élabore, on partage ça avec les parties prenantes. Et dans les rapports, surtout les rapports d'achèvement, par exemple, ou rapports à mi-parcours, on recueille même les bénéficiaires dans les interventions des communautés pour pouvoir documenter quand même ce rapport, qui est un rapport d'évaluation de performance. Donc, nous avons ça. La question des leçons apprises, on l'a déjà dit, mais je vais juste ajouter qu'aujourd'hui, les questions d'apprentissage, c'est la documentation. Beaucoup le font. Et moi, j'ai animé des ateliers de formation au Togo où j'ai formé les gens sur
comment dire, la capitalisation des expériences. Donc, on va capitaliser les expériences des projets, mais on va capitaliser aussi les expériences de suivi et évaluation. Donc, c'est tous ces éléments-là qui formalisent, puisque la pensée, quand vous travaillez et qu'on ne documente pas, tout se perd. Mais quand on formalise, ça reste. Et c'est ça qu'on partage aux générations futures. Moi, c'est les éléments de réponse que je voulais ajouter à ce que Auton a dit. En termes de mots de fin, moi, je suis très content de cet atelier, surtout la foire des participants. Eric m'a annoncé qu'il y a 270, tu sais, ça veut dire qu'il y a un intérêt et un engouement pour le suivi et l'évaluation. Ça veut dire que nous sommes en train d'avoir une cohorte très riche au plan continental et peut-être qu'on va au-delà du plan continental ici, c'est intéressant. On va garder le cap pour apporter notre petite contribution à ce qui se fait au plan national, au plan continental. Merci. Auton, peut-être tu vas faire ton mot de fin. Non, tu ne l'as pas fait. Tu n'as pas eu le temps. Auton. Oui, mais je vais remercier le baromètre. Je vais remercier également le facilitateur Jean Bosco pour cette séance. Remercier tous les participants, malgré qu'on ait dépassé largement le temps imparti, ils sont restés et vraiment merci pour vous. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours contacter Monsieur Eric et puis on va essayer d'apporter les clarifications nécessaires. Et on espère vous rencontrer un jour sur les terrains. L'email d'Eric, on ne l'a pas jusqu'à présent. Eric a Ok, merci bien à tout le monde. Le mail sera envoyé dans le chat box. Merci bien à tout le monde. Nous sommes arrivés au terme. Nous sommes arrivés au terme de notre présentation. Désolé. Merci à tous les participants. Merci aux différents présentateurs. Merci au baromètre. Toutes ces interventions aussi riches et la pertinence du thème nous poussent à réfléchir sur des thématiques similaires pour d'autres webinaires. Donc, gardez votre mal en patience. Nous allons formuler, que ce soit au niveau de la conception d'un cadre, d'une théorie de changement, d'autres webinaires dans ce sens et vous tenir toujours informés pour une autre participation plus approfondie. Donc, je vais me permettre de clôturer cette séance et nous souhaiter une bonne journée à tout un chacun et aussi bonne journée à tous les membres du baromètre. Merci et meilleure soirée à vous tous. Oui, vous avez nos mails qui sont affichés à la première page de la présentation pour ceux qui veulent noter. Ce n'est pas des participants. Oui. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Dans le chat box aussi. Nous allons vous transférer les éléments. Merci. Merci à vous. Merci au baromètre. Merci pour cette initiative. Merci. On attend les présentations.